Ce podcast a été réalisé avec le soutien du service du tourisme d'affaires de Visite Wallonia. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Transcanal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 février. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans votre nouvel épisode, travailler plus pour gagner plus, c'est la devise de l'Arizona. Eh bien, le gouvernement a décidé qu'il versera un bonus de 2%, mais seulement par année de pension après l'âge légal. Nous reviendrons sur les mesures qui touchent les pensions. Les malades de longue durée posent problème et l'Arizona a un plan pour aborder ce problème. Ça dépend surtout d'une collaboration efficace entre les trois acteurs. Pour finir, vous entendrez Peter de Keyser pour nous parler du phénomène de l'évolution démographique. Causes, conséquences et solutions. C'est à la fin de cet épisode. Z sur 7 à la une. Inciter les personnes à travailler plus longtemps, c'est la volonté de l'Arizona. Les travailleurs qui choisissent de rester actifs après l'âge de la pension légale auront droit à un nouveau type de bonus et ceux qui veulent partir plus tôt gagneront un peu moins. Explication avec Jean Hendricks, économiste à l'Itinera Institute. Aujourd'hui, l'âge légal de pension, c'est 66 ans. Eh bien, le gouvernement a décidé qu'il versera un bonus de 2%, mais seulement par année de pension après l'âge légal. Par contre, un malus est instauré, ça c'est la nouveauté, de 2% de pénalité par année d'anticipation, c'est-à-dire partir à la pension 1 an avant l'âge légal. Et ce malus sera augmenté à 4% à partir de 2040 par année d'anticipation. Pour garder les personnes au travail plus longtemps, le gouvernement limite les accès aux retraites anticipées. Des exceptions, comme certaines périodes de non-activité, mais assimilées à du travail, ne seront plus comptabilisées. Jean Hendricks. Près de 40% en quelque sorte des années de travail sont assimilées, c'est-à-dire sont en fait des années non prestées et qui peuvent être considérées comme des années prestées et donc sont comptabilisées dans le calcul de la pension et dans les conditions d'accès. Eh bien, ça va être divisé par 2 durant cette législature pour une limite de 20%. Donc, au maximum, on pourra assimiler 20% d'années de sa carrière non prestées. Le gouvernement de Weaver entame un rapprochement des régimes de pension salariés et statutaires, tandis que certains régimes spéciaux seront progressivement supprimés. Jean Hendricks, une dernière fois. L'exemple type qu'on pourrait prendre, c'est un enseignant nommé qui en fait peut partir décrocher plus vite et plus tôt qu'une infirmière qui est contractuelle, qui est salariée. Eh bien là, on va finalement aligner d'une certaine manière les conditions d'accès à la pension de l'enseignant sur celles de l'infirmière. Travailler plus pour gagner plus, c'est un leitmotiv de l'Arizona pour le salaire des travailleurs aujourd'hui et pour leur pension de demain. Z sur 7 à la une. Le nouveau gouvernement veut responsabiliser tous les acteurs pour favoriser la réintégration des malades de longue durée dans le monde du travail. Une réforme qui repose sur une meilleure coordination entre les médecins traitants, les médecins du travail et les mutualités, et cela avec des mesures concrètes et des sanctions en cas d'échec. Marc Alberti, des Mutualités Libres. La clé de réussite de toutes les mesures du gouvernement, ça dépend surtout d'une collaboration efficace entre les trois acteurs, les trois types de médecins, et aussi un échange d'informations efficace. C'est vrai que cette année-ci, très prochainement, on va mettre en production la plateforme Trio, qui est une plateforme digitale sécurisée qui permettra un échange d'informations entre les trois types de médecins. Désormais, les patients seront accompagnés plus tôt dans leur parcours de réinsertion. L'objectif est de mettre l'accent sur leur capacité de travail plutôt que sur leur maladie. Dr Luc Herry, président de l'APSIM, nous explique. Ce qui se passe souvent, c'est qu'ils sont en incapacité de travail par rapport au travail qu'ils réalisaient avant. Mais par contre, ils ont des aptitudes au travail. Donc le tout, c'est de définir, je dirais, avec le patient et peut-être d'autres collaborateurs de santé, quelles sont les aptitudes actuelles de ce patient et de l'orienter vers un travail d'une autre manière, peut-être avec une formation à la clé.
Le travail à temps partiel sera également encouragé pour faciliter le retour progressif au temps plein. Une autre mesure de l'Arizona vise le licenciement pour force majeure médicale. Il pourra intervenir non plus après 9 mois, mais après 6. Dr Luc Herry, président de l'APSIM. Il y a des points positifs puisque le C4 médical permet à l'employeur de licencier son employé sans indemnité de licenciement. Donc pour lui, ça ne lui coûte finalement rien. Et cet employé, finalement, risque de ne jamais réintégrer son équipe. Donc ça ne sert à rien de le garder en invalidité longue durée. Et pour l'employé, lui, il peut à ce moment-là quitter l'entreprise tranquillement. Cette mesure pourrait donc faciliter la reconversion de l'employé qui ne perdrait pas ses droits au chômage et pourrait se réorienter. Z sur 7 à la une. Le secteur de l'ORECA salue l'accord de majorité dans l'ensemble, en particulier la flexibilisation du marché du travail, avec une fiscalité plus accommodante pour les patrons des restaurants et des cafés. Mathieu Léonard, président de la Fédération ORECA Bruxelles, réagit. Alors on doit saluer plusieurs mesures, en l'occurrence les FlexiJobs évidemment, où on revient à l'ancienne mouture d'avant la réforme de Pierre-Yves Dermagne, où ici l'ensemble des FlexiJobbers peuvent travailler dans des unités liées, donc dans des restaurants d'un même groupe. Et le plafond défiscalisé atteint 18 000 € alors qu'il était à 12 000 €. Le président de la Fédération bruxelloise de l'ORECA est aussi ravi de voir que le plafond des heures de travail étudiant sera relevé de 450 à 600 heures par an. Écoutez-le. C'est plutôt un cadeau qui a été fait à l'ORECA, mais également aux étudiants, dont on connaît la précarité actuelle. Et pour le reste, on peut quand même comptabiliser jusqu'à 450 heures supplémentaires défiscalisées ORECA, alors que sous la législature précédente, on en était à 360 heures. Donc oui, ça, ce sont de très très bonnes nouvelles pour le secteur. Autre satisfaction pour l'ORECA, la généralisation de la boîte noire, rebaptisée Caisse blanche par l'Arizona, pour l'ensemble du commerce de détail alimentaire. Il existe un petit bémol tout de même, l'absence de baisse de cette même TVA. Une baisse demandée depuis des mois par le secteur. Mathieu Léonard, président de la Fédération ORECA Bruxelles. Un petit regret, un grand regret, puisque c'était le seul moyen pour nous de subir un électrochoc positif en termes fiscaux, de diminuer le taux de TVA, ne fût-ce que sur les boissons non alcoolisées, au taux réduit de 12%, qui correspond au taux des plats vendus à l'intérieur des restaurants. De son côté, la Fédération ORECA flamande regrette la chasse aux fumeurs amorcée par le nouveau gouvernement. Il sera bientôt interdit de fumer sur les terrasses. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un phénomène fascinant et quelque peu inquiétant, l'évolution de la population mondiale. Nous allons parler de la crainte d'une explosion démographique mondiale à la réalité d'une diminution de la population. Pour commencer, nous entendons parler des dangers de la surpopulation depuis un certain temps, mais aujourd'hui, le phénomène semble aller dans l'autre sens. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, au cours des dernières décennies, la crainte d'une explosion démographique était forte. Aujourd'hui, le tableau est tout autre. Pour que la population reste stable, il faut un taux de natalité de 2,1 enfants par femme, ce que l'on appelle le seuil de remplacement. Or, dans de nombreux pays occidentaux, nous sommes bien en deçà de ce seuil. Pour simplifier, chaque enfant remplace en moyenne un parent. 2,1, donc 2 par an. Ce 0,1 est un ajustement pour la mortalité infantile et les personnes qui n'ont pas d'enfants. Pendant longtemps, la plupart de notre histoire, les femmes ont eu beaucoup plus d'enfants. Mais la population n'augmentait pas parce que la mortalité infantile était extrêmement élevée. La révolution industrielle a radicalement changé ce donné. Ensuite, l'amélioration des conditions de vie et des soins de santé a donc provoqué une explosion démographique. Tout à fait. En Occident, la mortalité infantile a baissé, de sorte que beaucoup plus d'enfants ont survécu. Plus tard, nous avons observé la même tendance dans les pays en développement, ce qui a entraîné une croissance démographique rapide. Et puis, la peur est arrivée. Dans les années 60 et 70, la crainte d'un monde surpeuplé s'est manifestée dans des ouvrages tels que La bombe démographique de Robert Ehrlich.
Cette époque était caractérisée par des idées malthusiennes, l'idée que la population augmentait de manière exponentielle alors que la production alimentaire était à la traîne. Les gens craignaient vraiment la famine et les catastrophes écologiques. Mais ces scénarios apocalyptiques ne sont pas concrétisés. Même sans mesures coercitives, les taux de natalité ont fortement diminué, principalement grâce à la croissance économique et aux gains de productivité. À l'échelle mondiale, nous en sommes aujourd'hui à une moyenne de 2,3 enfants par femme, ce qui est tout juste suffisant pour assurer la croissance de la population. Mais ce n'est pas le cas partout. Il existe de grandes différences régionales. En Afrique, le taux de natalité reste très élevé alors qu'il est très bas en Europe. La Corée du Sud est un exemple extrême où les taux de natalité ont chuté à 0,7 enfants par femme. La Corée du Sud a même déclaré une urgence nationale à cause de la natalité très faible. Et pour finir, quelles sont les conséquences de ces faibles taux de natalité et que pouvons-nous faire pour y remédier ? Les conséquences sont considérables. Nous aurons une population vieillissante et de moins en moins de travailleurs devront payer les pensions de plus en plus de personnes âgées. Il s'agit d'un problème mathématique incontournable. Les solutions sont faciles à imaginer, mais en même temps très difficiles à mettre en œuvre. Baisse des pensions, augmentation de l'âge de la retraite, hausse des impôts, augmentation de la migration de la main-d'œuvre ou une combinaison de ces solutions. La démographie est une force très lente, mais ses conséquences sont inévitables. Alors on passe d'une explosion démographique à une implosion démographique. Nous sommes confrontés à un paradoxe démographique. La question n'est pas de savoir si, mais comment nous nous adapterons à cette nouvelle réalité. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous arrivons déjà à la dernière rubrique de ce podcast. Aujourd'hui, c'est avec Olivier Colsoul que nous allons analyser les marchés. Nous faisons le point sur un secteur européen qui se comporte plutôt bien en bourse. On ne parle pas pour une fois des technologies, mais bien des valeurs financières. Et les banques européennes n'ont pas à rougir en termes de performance. Mais vous ne croyez pas si bien dire. En fait, on croit que la performance de Nvidia est imbattable. Malgré le coup qu'elle a reçu sur la tête, je dirais la semaine passée, elle progresse de 80% sur un an glissant. Eh bien, la banque italienne Unicredit réalise la même performance si on tient compte des dividendes distribués par la banque. Et tout aussi étonnant, c'est que le secteur financier, enfin des banques européennes, fait jeu égal avec les Magnificent Seven sur une période un peu plus longue de 3 ans, donc 3 ans et 1 mois. Alors c'est vrai que la comparaison est heureuse parce que la période a été choisie peut-être volontairement. 2022 a été une année particulièrement difficile pour le secteur technologique qui a perdu beaucoup de plumes, alors que le secteur financier, lui, résistait bien. Et puis les deux ont continué après à progresser. Mais en fait, même si cette comparaison est peut-être un petit peu, je dirais, pas tirée par les cheveux, mais ça prouve quand même qu'en Europe, tout n'a pas été aussi mal, en tout cas ces derniers temps. En effet, ces beaux résultats sont expliqués par plusieurs facteurs. Olivier Colsoul. En fait, il y a 4 facteurs. Donc, d'abord, je dirais l'amélioration des bénéfices. Donc, avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a connue en 2022 et 2023, les banques ont réalisé des bénéfices records. Une tendance qui s'est poursuivie aussi en 2024. Ensuite, la revalorisation en bourse. On a vu notamment un re-rating ou une amélioration ces dernières années du ratio cours sur la valeur comptable des capitaux propres. Ensuite, la réglementation fait que les banques sont devenues au fil du temps plus solides. Elles ont aussi une meilleure gestion des risques. Donc ça rassure aussi les investisseurs. Et puis, leur dernier élément, c'est la perspective d'une consolidation dans le secteur bancaire qui a certainement aussi alimenté, je dirais, les attentes des investisseurs. La saison des résultats bat son plein en Europe et plusieurs poids lourds du secteur financier vont publier leurs chiffres. BNP et UPS ont publié leurs résultats. Olivier Colsoul nous explique comment cela a été accueilli. Mais positivement pour BNP parce que la banque, je dirais, a dépassé les attentes tous azimuts, un petit peu dans tous les domaines. Elle a aussi annoncé un dividende plus élevé que prévu, un nouveau plan de rachat d'actions. Pour UBS, les chiffres étaient bons, mais il y a une crainte de devoir éventuellement recapitaliser un petit peu la banque. Et donc ça a fait chuter le cours. La semaine passée, on a eu aussi quelques bons résultats de banques espagnoles.
Et la seule fausse note qu'on a vraiment eue la semaine passée, c'était Deutsche Bank, mais qui a des problèmes en tout cas à maîtriser ses coûts. Donc on voit qu'on a des fortunes un petit peu diverses ou disparates dans le secteur pour l'instant. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Béatrice, à quoi peut-on s'attendre ? Demain, vous retrouverez la rubrique à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête et un journaliste en dévoile les coulisses. Mais vous retrouverez également vos analyses quotidiennes sur le monde économique. Restez à l'écoute. La Wallonie est la destination idéale pour vos événements professionnels. Infrastructures de qualité, cadres inspirants et services personnalisés, séminaires, conférences ou congrès, mais également des idées pour vos team building. Profitez d'un environnement accessible, moderne et naturel. Rendez-vous sur visitewallonia.be.